This is Jacques Derrida's Of Grammatology, translated by Gayatri Spivak. This is the exurg. 1. The one who will shine in the science of writing will shine like the sun. A scribe. O Samas, sun god, by your light you scan the totality of lands as if they were cuneiform signs. 2. These three ways of writing correspond almost exactly to three different stages according to which one can consider men gathered into a nation. The depicting of objects is appropriate to a savage people, signs of words and of propositions to a barbaric people, and the alphabet to civilized people. Jean-Jacques Rousseau, Essai sur l'origine des langues. 3. Alphabetic script is in itself and for itself the most intelligent. Hegel, Encyclopédie. This triple exurg is intended not only to focus attention on the ethnocentrism which, everywhere and always, had controlled the concept of writing, nor merely to focus attention on what I shall call logocentrism, the metaphysics of phonetic writing, for example, of the alphabet, which was fundamentally, for enigmatic yet essential reasons that are inaccessible to a simple historical relativism, nothing but the most original and powerful ethnocentrism, in the process of imposing itself upon the world, controlling in one and the same order, 1. The concept of writing in a world where the phoneticization of writing must dissimulate its own history as it is produced, 2. The history of the only metaphysics, which has, in spite of all differences, not only from Plato to Hegel, even including Leibniz, but also beyond these apparent limits, from the pre-Socratics to Heidegger, always assigned the origin of truth in general to the logos. The logos. The history of truth, of the truth of truth, has always been, except for a metaphysical diversion which we shall have to explain, the debasement of writing and its repression outside full speech. 3. The concept of science, or the scientificity of science, what has always been determined as logic, a concept that has always been a philosophical concept, even if the practice of science has constantly challenged its imperialism of the logos, by invoking, for example, from the beginning and ever increasingly, non-phonetic writing. No doubt this subversion has always been contained within a system of direct address, système allocutoire, which gave birth to the project of science and to the conventions of all non-phonetic characteristics. It could not have been otherwise. Nonetheless, it is a peculiarity of our epoch that at the moment when the phoneticization of writing, the historical origin and structural possibility of philosophy as of science, the condition of the episteme, begins to lay hold on world culture, science, in its advancements, can no longer be satisfied with it. This inadequation had already begun to make its presence felt. But today something lets it appear as such, allows it a kind of takeover without our being able to translate this novelty into clear-cut notions of mutation, explication, accumulation, revolution, or tradition. These values belong no doubt to the system whose dislocation is today presented as such. They describe the styles of an historical movement which was meaningful, like the concept of history itself, only within a logocentric epoch. By alluding to a science of writing reined in by metaphor, metaphysics, and theology, this exurg must not only announce that the science of writing, grammatology, shows signs of liberation all over the world as a result of decisive efforts. These efforts are necessarily discrete, dispersed, almost imperceptible, that is a quality of their meaning and of the milieu within which they produce their operation. I would like to suggest above all that, however fecund and necessary the undertaking might be, and even if, given the most favorable hypothesis, it did overcome all technical and epistemological obstacles, as well as the theological and metaphysical impediments that have limited it hitherto,
Such a science of writing runs the risk of never being established as such and with that name, of never being able to define the unity of its project or of its object, of not being able either to write its discourse on method or to describe the limits of its field. For essential reasons, the unity of all that allows itself to be attempted today through the most diverse concept of science and of writing is, in principle, more or less covertly, yet always, determined by an historico-metaphysical epoch of which we merely glimpse the closure. I do not say the end. The idea of science and the idea of writing, and therefore also of the science of writing, is meaningful for us only in terms of an origin and within a world to which a certain concept of the sign, later I shall call it the concept of sign, and a certain concept of the relationships between speech and writing have already been assigned. A most determined relationship, in spite of its privilege, its necessity, and the field of vision that it has controlled for a few millennia, especially in the West, to the point of being now able to produce its own dislocation and itself proclaim its limits. Perhaps patient meditation and painstaking investigation on and around what is still provisionally called writing, far from falling short of a science of writing or of hastily dismissing it by some obscurantist reaction, letting it rather develop its positivity as far as possible, are the wanderings of a way of thinking that is faithful and attentive to the ineluctable world of the future, which proclaims itself at present, beyond the closure of knowledge. The future can only be anticipated in the form of an absolute danger. It is that which breaks absolutely with constituted normality, and can only be proclaimed, presented, as a sort of monstrosity. For that future world and for that within it which will have to put into question the values of sign, word, and writing, for that which guides our future anterior, there is as yet no exurge. And here's the French. Celui qui brillera dans la science de l'écriture brillera comme le soleil. Un scribe. Ô Samas, Dieu du soleil, tu scrutes de ta lumière la totalité des pays comme si c'était des signes cunéiformes. 2. Ces trois manières d'écrire répondent assez exactement aux trois divers états sous lesquels on peut considérer les hommes rassemblés en nations. La peinture des objets convient au peuple sauvage, les signes des mots et des propositions au peuple barbare, et l'alphabet au peuple policé. Jean-Jacques Rousseau, Essai sur l'origine des langues. 3. L'écriture alphabétique est en soi et pour soi la plus intelligente. Hegel, Encyclopédie. Ce triple exergue n'est pas seulement destiné à rassembler l'attention sur l'ethnocentrisme qui, partout et toujours, a dû commander le concept de l'écriture, ni seulement sur ce que nous appellerons le logocentrisme, métaphysique de l'écriture phonétique, par exemple de l'alphabet, qui n'a été en son fond pour des raisons énigmatiques mais essentielles et inaccessibles à un simple relativisme historique, que l'ethnocentrisme le plus original et le plus puissant. On passe de s'imposer aujourd'hui à la planète en commandant en un seul et même ordre, 1. Le concept de l'écriture, dans un monde où la phonétisation de l'écriture doit dissimuler sa propre histoire en se produisant. 2. L'histoire de la métaphysique qui, malgré toutes les différences, et non seulement de Platon à Hegel,
en passant même par Leibniz, mais aussi, hors de ses limites apparentes, des présocratiques à Heidegger, a toujours assigné au logos l'origine de la vérité en général. L'histoire de la vérité, de la vérité de la vérité, a toujours été, à la différence près d'une diversion métaphorique dont il nous faudra rendre compte, l'abaissement de l'écriture et son refoulement hors de la parole pleine. 3. Le concept de la science ou de la scientificité de la science, ce que l'on a toujours déterminé comme logique, concept qui a toujours été un concept philosophique, même si la pratique de la science n'a en fait jamais cessé de contester l'impérialisme du logos, par exemple en faisant appel depuis toujours et de plus en plus à l'écriture non phonétique. Sans doute, cette subversion a-t-elle toujours été contenue à l'intérieur d'un système allocutoire qui a donné naissance au projet de la science et aux conventions de toutes caractéristiques non phonétiques. Il n'a pu en être autrement. Il appartient néanmoins à notre époque qu'au moment où la phonétisation de l'écriture, origine historique et possibilité structurelle de la philosophie comme de la science, condition de l'épistémé, tendent à s'emparer de la culture mondiale, la science ne puisse plus s'en satisfaire en aucune de ses avancées. Cette inadéquation avait toujours déjà commencé à donner le mouvement. Mais quelque chose aujourd'hui la laisse apparaître comme telle. On permet une sorte de prise en charge, sans que on puisse traduire cette nouveauté dans les notions sommaires de mutation, d'explication, d'accumulation, de révolution ou de tradition. Ces valeurs appartiennent sans doute au système dont la dislocation se présente aujourd'hui comme telle. Elles décrivent des styles de mouvement historiques qui n'avaient de sens, comme le concept de l'histoire lui-même, qu'à l'intérieur de l'époque logocentrique. Par l'allusion à une science de l'écriture bridée par la métaphore, la métaphysique et la théologie, l'exergue ne doit pas seulement annoncer que la science de l'écriture, la grammatologie, donne les signes de sa libération à travers le monde grâce à des efforts décisifs. Ces efforts sont nécessairement discrets et dispersés, presque imperceptibles. Cela appartient à leur sens et à la nature du milieu dans lequel ils produisent leur opération. Nous voudrions surtout suggérer que, si nécessaire et si féconde qu'en soit l'entreprise, et même si, dans la meilleure hypothèse, elle surmontait tous les obstacles techniques et épistémologiques, toutes les entraves théologiques et métaphysiques que l'on limitait jusqu'ici, une telle science de l'écriture risque de ne jamais voir le jour comme telle et sous ce nom, de ne pouvoir jamais définir l'unité de son projet et de son objet, de ne pouvoir écrire le discours de sa méthode ni décrire les limites de son champ, pour des raisons essentielles. L'unité de tout ce qui se laisse viser aujourd'hui à travers les concepts les plus divers de la science et de l'écriture est au principe, plus ou moins secrètement, mais toujours, déterminé par une époque historico-métaphysique dont nous ne faisons que entrevoir la clôture. Nous ne disons pas la fin.
L'idée de science est l'idée d'écriture, donc aussi de science de l'écriture, n'ont de sens pour nous que depuis une origine et à l'intérieur d'un monde auquel ont déjà été assignés un certain concept du signe, nous dirons plus loin le concept du signe, et un certain concept des rapports entre parole et écriture. Rapport très déterminé malgré son privilège, malgré sa nécessité et l'ouverture du champ qu'il a réglé pendant quelques millénaires, surtout en Occident, au point d'y pouvoir aujourd'hui produire sa dislocation et dénoncer lui-même ses limites. Peut-être la méditation patiente et l'enquête rigoureuse autour de ce qui s'appelle encore provisoirement l'écriture, loin de rester en deçà d'une science de l'écriture ou de la congédier hâtivement par quelques réactions obscurantistes, la laissant au contraire développer sa positivité aussi loin qu'il est possible, sont-elles l'errance d'une pensée fidèle et attentive au monde irréductiblement à venir qui s'annonce au présent, par-delà par-delà la clôture du savoir. L'avenir ne peut s'anticiper que dans la forme du danger absolu. Il est ce qui rentre absolument avec la normalité constituée et ne peut donc s'annoncer, se présenter que sous l'espèce de la monstruosité. Pour ce monde à venir et pour ce qui en lui aura fait trembler les valeurs de signes, de paroles et d'écriture, pour ce qui conduit ici notre futur intérieur, il n'est pas encore d'exergue.